BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, la grande interview au top avec notamment notre invité ce soir, Nicolas Bavrez, historien essayiste. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous publiez Démocratie contre empire autoritaire. Ça tombe bien, on a vu aujourd'hui, il y avait un coup de fil la première fois entre Xi Jinping, le président chinois, et le président ukrainien Zelensky. Qu'est-ce que ça veut dire? On reviendra aussi sur les dépenses militaires au plus haut, vous qui avez écrit justement un livre blanc sur la défense. Tiens, c'est intéressant, c'est de voir que dans son discours tout à l'heure, dans la présentation de sa feuille de route, Elisabeth Borne n'en a pas parlé du tout de la loi de programmation militaire. On y reviendra, mais on va d'abord effectivement regarder la conjoncture politique française. Vous avez certainement écouté la Première ministre. Ces 100 jours, vous avez ressenti ça, vous l'historien, comment? Est-ce que c'était pas un petit peu trop technocratique? Est-ce que c'est réalisable? En fait, c'est pourquoi faire? Si on fait un peu d'histoire, il y a deux références pour les 100 jours. Il y a Napoléon, ça se finit par Waterloo. Oui. Et puis, il y a la deuxième référence historique, c'est Roosevelt et le New Deal, qui pour le coup réussit avec bien des difficultés, mais à changer le visage de l'Amérique et finalement à faire repartir le pays, en tout cas à lui redonner espoir. Et c'est vrai que faire des 100 jours, un an après avoir été réélu, c'est d'une manière acter l'échec. Un an perdu, un an qui a... Oui, et surtout, on ne voit pas la raison de ce nouvel élan, et comme effectivement il n'y a pas de vraie raison, ça s'est senti dans le discours de la Première ministre, qui est une femme de devoir, une femme courageuse, mais dont on voit qu'il n'y a pas de véritable projet derrière ces 100 jours. Enfin, quand même, il y a des propositions. Après, c'est plutôt la réalisation sur laquelle on peut être un peu circonspect. Mais il y a quand même des étapes qui soient faites, que ça soit un plan d'action contre les effets de serre, que ça soit France Travail, le plein emploi. Oui, enfin, mais j'ai presque envie de dire, il y avait une liste de courses. Après, c'est toujours l'exécution qui est difficile. Alors, il y a un problème en amont et un problème en aval. Ouais. Comme vous l'avez dit, c'est une liste de courses. Donc, il n'y a pas de vrai projet derrière. Et puis, en aval, il y a le problème de l'exécution. Le problème de l'exécution, c'est quand même les deux murs sur lesquels est en train de se fracasser ce quinquennat. Le mur d'une majorité relative, oui, mur politique, et on voit qu'en réalité... Sur la loi sur l'immigration. Exactement. Oui. Et même sur, en fait, la vraie loi travail qui est repoussée à 2024. Et puis, l'autre mur, c'est le mur de la dette. Les 3 000 milliards d'euros de dette, et on voit que une fois de plus, derrière beaucoup de ces mesures, en fait, il y a des masses d'argent mobilisés. En fait, on continue, sans le dire, une forme de quoi qu'il en coûte. Et ça veut quand même dire que la France va se faire rattraper tôt ou tard par un choc financier. C'est ce que hier, on en parlait avec Laurence Boone, la ministre en charge des Affaires européennes, qui était à votre place, en disant que c'est vrai que la France devient quand même le mauvais élève en termes d'endettement. C'est vrai, parce que l'autre élément intéressant quand on regarde ce qui se passe en Europe, c'est qu'avec l'inflation, les autres se sont désendettés massivement. La Grèce s'est pratiquement désendettée de 30 points de PIB. L'Italie s'est désendettée. La France, ça ne bouge pas. Donc en réalité, on utilise l'inflation pour poursuivre la course folle de la dette et du quoi qu'il en coûte. Je voudrais revenir un instant lorsque vous dites les 100 jours, il y a Waterloo à la fin, ça c'est Napoléon, mais il y a le New Deal. Oui. Parce que justement, est-ce que... toute la difficulté d'Emmanuel Macron, qui avait revêtu un tout petit peu les habits de Roosevelt avec ce New Deal, en tous les cas c'était sa promesse du premier quinquennat, voire du deuxième, mais qu'aujourd'hui il y a un décalage énorme avec ce que ressentent les Français. Et en fait, c'est pas Chirac, Emmanuel Macron, c'est plutôt quelqu'un qui est un conquérant. Donc est-ce que c'est pas toute la difficulté qu'il a pour ce deuxième quinquennat ? Si, il y a une structure politique et psychologique, oui. Je crois que, comme vous l'avez dit, en 2017, il y avait incontestablement un élan. Cet élan s'est brisé sur les gilets jaunes et sur l'épidémie de Covid. Le problème de ce quinquennat, c'est qu'il est fondé sur 3 vides. D'abord, le choix de ne pas faire de campagne pour la présidentielle. Ensuite, non seulement il n'y a pas eu de campagne, mais il n'y a pas eu de projet. Et le troisième vide, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue. Et donc, si vous voulez, le vide de la campagne et de projet, le vide, l'absence de majorité
Et l'absence de cap de ce quinquennat, c'est ça pour l'instant, on n'a pas de solution. Et les solutions, enfin les pistes, c'est vrai que c'est une vraie crise politique et démocratique, donc il n'y a de solution que politique et démocratique. Et vous avez raison de dire que le point de blocage et tout converge vers le président, c'est-à-dire que le message des Français est très clair, c'est-à-dire que les Français veulent qu'Emmanuel Macron change sa méthode et sa pratique d'exercice du pouvoir. Et tout ce que fait Emmanuel Macron, c'est exactement l'inverse, puisqu'il continue à faire semblant de déléguer et à tout ramener à lui. La dernière chose étant qu'il a expliqué que les problèmes de la réforme des retraites venaient d'un déficit d'explication de sa part, ce qui par ailleurs est sans doute vrai en amont. Mais vous voyez, le dernier vide politique, c'est que c'est sa conception de la Ve République. Regardez ce qu'était De Gaulle. De Gaulle, à l'Élysée, la stratégie, à Matignon, l'opératif, pour les ministres, les tactiques. Quand vous n'avez... là, il n'y a plus qu'un seul. Du reste, elle a fait cette présentation à l'Élysée. Quand tout remonte à l'Élysée, eh bien, vous avez à la fois une hyper-concentration et une hyper-faiblesse. C'est ce que disait Jean-François Revel, c'est l'absolutisme inefficace. Et on est vraiment bloqué là-dedans. Donc, tant qu'Emmanuel Macron n'accepte pas de remettre en cause sa manière de gouverner et de présider, il n'y a pas de solution. Et donc, le temps va être long, parce qu'il reste 4 ans, avec un pays qui maintenant est en train de... pas de solution de rechange, tellement. Justement, sur le pays, on parle du 1er mai. Donc, il y a des manifestations. On dit que ce 1er mai, alors est-ce que ce sera le baroud d'honneur? Est-ce que c'est une manière de clore ce dossier? Mais il devrait être historique, c'est-à-dire qu'il y aura des manifestations qui s'annoncent, en tous les cas, extrêmement fortes. Est-ce que ce mouvement qu'on a connu, là, ce mouvement actuel, est-ce qu'il est, en termes d'atteinte à l'image du président, est-ce qu'il n'est pas encore plus fort que celui des Gilets jaunes? La casserolade, comme vous le savez, ça remonte à Louis-Philippe. Et Louis-Philippe, c'est quand même intéressant parce que il y a quand même des points de comparaison. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un régime qui, après des débuts difficiles, en 1848, on pensait que cette monarchie de Juillet était ancrée pour très longtemps. Elle avait aussi un appui sur une petite partie de l'économie, sur quelques classes dirigeantes, mais très restreintes, et elle s'était complètement coupée du pays. Et elle n'a pas vu venir la protestation. Et c'est là que sont nées les casserolades. Et là, on a effectivement une comparaison, parce qu'on a un président qui est complètement isolé et qui est complètement coupé à la fois des citoyens, des corps intermédiaires, et j'allais dire même de son propre parti. Il commence à avoir des doutes au sein de la majorité, en tout cas. Voilà. Et donc c'est là qu'on a effectivement ce point de comparaison avec un pouvoir qui peut paraître très fort, mais qui en réalité repose sur très très peu de choses. Nicolas Barvaz, alors j'ai envie de dire, c'est facile pour nous, on les commande d'où nous sommes. En fait, la difficulté du président, c'est qu'il n'a pas tellement de relais. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Enfin, qui vous voulez nommer Premier ministre, c'est toujours un peu les mêmes. Qui vous voulez mettre son gouvernement, on voit bien qu'il y en a beaucoup qu'on connaît, nous à peine. Il y a quand même une difficulté d'incarnation politique. Alors, il y a un problème d'incarnation. Et donc là, qu'est-ce qui... Mais ce problème, vous voyez, par exemple, il vous appelle demain, je nomme qui comme Premier ministre? Qui vous dites? Vous avez... D'accord, c'est toujours les mêmes, les trois mêmes. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin... Non, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que il y a eu la volonté d'abord d'écarter tous les talents, d'écarter toute personne pouvant faire de l'ombre, et une volonté délibérée de mettre des inconnus complets dans des postes ministériels, donc avec une faible capacité d'incarnation. Je pense quand même que, même si on a effectivement aujourd'hui un problème majeur de recrutement dans la classe politique, si on l'a beaucoup affaibli avec beaucoup de règles absurdes, mais il reste quand même des talents et des personnalités fortes. Donc la seule solution pour Emmanuel Macron, c'est effectivement de redonner un contenu politique fort à Matignon et aux membres de son gouvernement. Oui, mais il y a quand même un peu sa lèvre libre, mais est-ce qu'on n'y est pas à la fin des élites? Non, les élites notamment politiques. Est-ce qu'on ne dégoûte pas les gens finalement de faire de la politique?
On le voit à l'Assemblée nationale. Non, je crois que le système qu'on a mis en place avec effectivement est très dissuasif aujourd'hui. C'est difficile d'attirer des talents en politique compte tenu de cette espèce d'ensemble, j'allais dire les rémunérations, mais surtout la manière dont les hommes politiques sont aujourd'hui traqués par les réseaux sociaux, sont soumis à quand même un degré de violence qui est absolument inadmissible, et non seulement eux, mais leur famille. Donc on en a fait un métier absolument impossible. Mais je rappelle que ces règles ont été votées par la classe politique elle-même. Donc, si vous voulez, c'est ça où la classe politique est victime de sa propre démagogie. Oui, et ça fait le lien avec votre livre où vous parlez de démocratie contre empire autoritaire. Surtout, vous dites que, en fait, notre modèle démocratique, le modèle occidental, on s'était endormi en disant c'est le modèle parfait, idyllique, et qu'en fait on se rend compte qu'il est très contesté. Et que pour nous, c'est quand même, je veux dire, c'est une remise en cause qu'on n'a quasiment pas connue. C'est une remise en cause, oui, très profonde. On l'a connu un peu, j'allais dire, dans le premier entre-deux-guerres, puisqu'en 1918, tout le monde pense que les démocraties ont gagné, et on se retrouve avec une Europe entièrement, pratiquement dominée par des modèles totalitaires ou autoritaires en 1939. Ouais. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, cette période 89-2022 a été un nouvel entre-deux-guerres, et avec exactement la même faute. La démesure, l'idée qu'il n'y avait pas d'adversaire, qu'il n'y avait pas d'alternative, et en fait, derrière, qu'a-t-on fait ? On a cédé à la facilité, donc à l'intérieur, ça s'est payé par, donc après le krach de 2008, la montée des populismes, et à l'extérieur, maintenant, on a un vrai modèle autoritaire qui prospère, donc non seulement dans ces empires, Russie et Chine qui sont de plus en plus en train de nouer une alliance militaire, mais aussi ça prospère dans le Sud. Parce qu'il ne faut jamais oublier, on l'a vu avec la visite de Lula, que dans la stratégie chinoise, il y a aussi l'encerclement de l'Occident par le Sud. Oui, c'est clair. Est-ce que vous pouvez reprendre cette expression de la crise de la démocratie ? Est-ce que vous êtes comme Laurent Berger, vous trouvez qu'on la traverse ? Ou est-ce que vous pensez comme Emmanuel Macron qu'on ne peut pas en parler ? La crise de la démocratie, premièrement, on est dedans. Et si on n'en parle pas, on n'a aucune chance de la surmonter. Comment est-ce qu'on surmonte les problèmes dans une démocratie ? Par le débat public. Et ça, c'est un énorme manque, effectivement. Mais la France, là, n'est pas seule. C'est vrai qu'on présente des traits pathologiques, et ce blocage actuel est très lié aussi aux institutions de la Ve République et surtout à leur perversion. Mais la crise de la démocratie, elle existe aux États-Unis. Il y a eu Trump et on voit qu'il est toujours plus qu'actif et qui va être sans doute le candidat républicain. On l'a connu au Royaume-Uni avec le Brexit, on l'a connu en Italie avec la coalition, j'allais dire des monstres, et maintenant avec Madame Alors, ce que vous écrivez dans votre livre, c'est qu'il y a cette volonté en fait de créer un monde post-occidental, oui. Parce qu'il y a une sorte de haine de la démocratie, enfin haine de ce modèle que nous incarnons. Oui, c'est très frappant quand on voit les déclarations. Fort, quand même. Non, mais les déclarations. Là encore, il faut écouter ce que disent. L'erreur, c'est qu'on n'a pas voulu percevoir et comprendre la nature de ces régimes et qu'on ne veut même pas écouter leurs dirigeants. Quand on écoute Xi Jinping, quand on écoute Vladimir Poutine, ils disent deux choses. La première, c'est qu'ils se battent pour un monde post-occidental, et que la deuxième chose, c'est qu'ils considèrent que les démocraties sont des régimes ennemis qui doivent être éradiqués et qu'ils ne veulent à aucun prix de la liberté politique. Et quand on entend l'ambassadeur de Chine à Paris, ça va jusqu'à refuser la souveraineté des États qui sont issus de l'ex-Union soviétique. Oui, donc ça va très loin. Il n'est pas historien comme vous, là, ça lui manque. Derrière, il y a, derrière, il y a le vrai projet. Il dit la vérité sur le projet qui est un vrai projet impérial qui exclut et la liberté et la souveraineté. Vous avez vu, j'en parlais au début de cet entretien, Nicolas Bavaz, donc il y a eu ce premier coup de fil, premier contact direct entre le président Zelensky, le président ukrainien, avec Xi Jinping, le président chinois. Un échange aussi d'ambassadeurs. Donc, il est en train peut-être de négocier cette paix. Il a dit, en tous les cas, il fallait qu'on discute. Est-ce que le président chinois, Xi Jinping, n'est pas en train de devenir, lui, le maître du monde ?
Avant, c'était les Américains, mais finalement, en plus, ils rentrent en campagne, plus ou moins, les Américains. Est-ce que c'est pas Xi Jinping qui, lui, évidemment, ne va pas rentrer en campagne? Non, mais Xi Jinping déploie à l'intérieur de son projet, qui est un projet, clairement, là aussi, il l'a dit. Oui, le leadership en 2049. Exactement. 49, mais et la Chine, maintenant, déploie une diplomatie mondiale qui obtient des résultats. Oui. Donc, on a vu ce qui paraissait complètement impossible, le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui a été patronné avec la Chine. Derrière, il y a toujours l'idée de dédollariser l'économie mondiale, de construire, de développer les échanges sud-sud et d'avoir des institutions financières qui soient différentes de celles de Bretton Woods. Et puis, effectivement, il y a eu la visite de Lula, avec aussi la percée chinoise en Amérique latine. Il y a la percée chinoise en Afrique. Et donc, tout ceci... Et russe, oui. Tout ceci s'inscrit dans un programme qui est cohérent. Et derrière, il y a maintenant une véritable alliance entre la Chine et la Russie, avec simplement un système inversé par rapport à la Première Guerre froide, puisque c'est la Chine qui domine très largement et que une des conséquences des erreurs stratégiques de Vladimir Poutine, c'est que la Russie est aujourd'hui un vassal de la Chine. Donc effectivement, qui revendique. Pourquoi il revendique ce leadership en 2049 et pas en 2048? Parce que c'est le 100e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Où évidemment il n'y a pas eu de mort à Sous Mao, enfin si on en croit toujours l'ambassadeur de Chine à Paris, décidément. Est-ce qu'en même temps on peut dire qu'il... Vous dites, pour autant, il n'y a pas du tout de retour vers un monde bipolaire. J'ai envie de dire, et pour cause, parce qu'ils le voient avec leur leadership, ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous écrivez ça? Il y a clairement maintenant à la fois une grande confrontation entre les empires autoritaires et les démocraties, qui sont clairement ciblés, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un nouvel acteur, et c'est ça la grande différence avec la Première Guerre froide, c'est que le Sud est déterminant. Le Sud, aujourd'hui, quand on prend par exemple les États qui, lors du scrutin du 23 février à l'ONU, ont refusé de condamner ou n'ont pas pris part au vote ou se sont abstenus sur le problème de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces États sont une quarantaine, mais ils font quand même le tiers du PIB mondial et ils représentent 52% de la population mondiale. Alors, ce qui est aussi dangereux, si on parle on raisonne en termes plus économiques, c'est la fin de la mondialisation voulue, souhaitée, définie par les Occidentaux. Donc là, de ce point de vue-là, il y a aussi une rupture très importante. En tout cas, c'est l'analyse que vous faites. Mais ça, je crois que c'est incontestable. On voit que la mondialisation se reconfigure en bloc. Donc c'est vrai d'un point de vue commercial, avec les systèmes de sanctions, de contre-sanctions. C'est vrai d'un point de vue financier, avec, là encore, les sanctions. Mais chacun, on voit, la Chine est en train de construire son système multilatéral des pays autoritaires. On le voit sur le plan technologique. Il n'y a plus un Internet. Il y a un Internet chinois, un Internet russe, un Internet... Comme dit Christine Lagarde, c'est la fragmentation, en fait, la fragmentation de la mondialisation. Alors, ce qui ne veut pas dire que ces blocs sont complètement autarciques, ils continuent à avoir des liens entre eux, mais que ces liens sont contrôlés par les États. Ce qui est, si vous voulez, il n'y a plus le système global qu'on a connu au début du XXIe siècle. Et ça a des conséquences très importantes pour les entreprises parce que il y a plus d'entreprises globales. Il y a des entreprises multilocales qui doivent jongler avec ces différents systèmes de droits, de paiement et essayer de s'adapter à un monde qui est effectivement un monde fragmenté. Et l'autre chose importante, c'est que c'est aussi un monde extrêmement violent. Vous voyez ce qui se passe à Khartoum, c'est que autour de l'Ukraine, on voit que toutes les règles disparaissent. Aujourd'hui, on emprisonne les journalistes, on prend en otage les diplomates, on prend en otage... Les règles sont différentes. Il y a plus les règles qu'on connaissait n'existent plus, en fait. Enfin oui, et pour l'instant, le problème, c'est qu'elles ne sont pas remplacées par d'autres règles. C'est vrai, par exemple, aussi en matière d'armement, où c'est très important. Par exemple, entre l'Union soviétique et les États-Unis, vous aviez un système de téléphone rouge mis en place après la crise de Cuba. Aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis, il n'y a rien. Et de la volonté des Chinois. Et entre la Russie, parce que et tous les traités de contrôle des armements ou de désarmement ont été suspendus ou supprimés. Donc on est aujourd'hui dans un monde de course aux armements. L'an dernier, c'était 2240 milliards de dollars. Et dans un monde où tout ce qu'on avait mis en place pour essayer de limiter, contrôler la violence,
tout ceci est en train de disparaître. Alors, Nicolas Bavray, c'est vrai qu'on s'en souvient, tous vos précédents livres sont toujours un peu catastrophistes, j'ai envie de dire. Là, est-ce que vous n'avez pas une petite lueur d'espoir pour notre modèle à nous, qu'a priori on défend? Modèle occidental, modèle de la démocratie, qui est quand même peut-être mieux. Je préfère vivre en France que vivre en Russie. Hein. Mais évidemment, donc les démocraties ont fait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, elles ont quand même aussi un problème d'institution, de leadership, effectivement de crise populiste. Mais l'année 2022 est une année qui est tragique, sanglante, parce qu'on est vraiment rentré dans cette grande confrontation ouverte. Mais c'est aussi une année qui recèle un certain nombre de facteurs positifs. Jusqu'à présent, les empires autoritaires expliquaient que finalement l'avenir était pour eux, qu'ils étaient invincibles, qu'ils étaient meilleurs sur le développement économique, sur le progrès social, sur la cohésion et sur les conquêtes extérieures. Or, on a quand même vu que la Russie, c'est un désastre stratégique en Ukraine. Elle a perdu elle perd sur. Oui, mais on voit l'économie en Russie, elle se maintient. Les oligarques n'ont jamais été aussi riches. C'est un pays qui démographiquement était déjà sinistré. Le surplus de mortalité entre la Covid et la guerre d'Ukraine, on en est à plus de 3 millions. Il y a 1 million de jeunes talents qui sont partis du pays. L'industrie est sinistrée d'un point de vue technologique. Donc tous les facteurs de long terme, c'est vrai qu'il y a cette résistance de court terme, mais sur le long terme, c'est catastrophique. La Chine a quand même, elle aussi, un problème démographique. La croissance est quand même passée de 9,5 à 3% sous Xi Jinping. L'immobilier est en plein crack. Donc, et par ailleurs, il y a de plus en plus de résistance à la poussée chinoise, y compris en Asie. L'Iran, c'est un soulèvement, un vrai soulèvement contre le régime et pas pour sa réforme. Et les femmes sont au cœur de ce mouvement et ça va peser. Ce sont les femmes qui vont sauver notre modèle. En Turquie, il y a quand même de gros problèmes après le séisme et on verra ce qui va en advenir d'Erdogan lors de la prochaine élection présidentielle. Et du côté des démocraties, on est loin d'être sorti d'affaire, mais il y a quand même eu un mouvement. Donc ce qu'il faut, c'est nous réformer et mettre en place, comme on l'avait fait en 1945, une stratégie intelligente et de long terme pour contrer les empires autoritaires, avec de la dissuasion technologique et militaire, mais aussi avec l'organisation de 3 piliers plus équilibrés, États-Unis, Asie et puis surtout Europe, et puis aussi le dialogue avec les sociétés civiles. Et la dernière chose dont on a parlé, c'est qu'il ne faut pas oublier le Sud. Ça, c'est fondamental. Oui, mais le Sud, pour l'instant, quand on voit effectivement, comme vous le soulignez, ce qui se passe à Khartoum, ce qui se passe dans certaines zones en Afrique, pour l'instant, c'est difficile de voir quel modèle va émerger. Hein. Alors, le modèle autoritaire séduit beaucoup, mais j'appelle votre attention sur le fait que la Chine ne rencontre pas que des succès. Le chaos du Sri Lanka, le Sri Lanka est un pays qui a complètement explosé après les investissements chinois. L'Éthiopie, la dépendance à la dette de l'Éthiopie, de Cuba ou du Venezuela, on ne peut pas dire que la dépendance à la dette chinoise se termine très bien. Et il y a quand même un énorme paradoxe, si vous voulez, de la part de la Chine et de la Russie. Défendre l'impérialisme du XXIe siècle au nom de la dénonciation de l'impérialisme du XIXe siècle. Bien sûr que, et aujourd'hui, l'Occident n'est ni impérialiste ni colonialiste. Juste, Nicolas Bavray, en conclusion, Biden, donc, qui est candidat à sa propre élection, il y a quand même une forme d'Amérique qui, elle, nous séduit plus que celle de Trump, on peut dire, non? Bien sûr, mais c'est une Amérique qui, j'allais dire, est en pleine schizophrénie, c'est-à-dire qu'elle accumule les facteurs de puissance, elle fait partie des gagnants de la guerre d'Ukraine, et en même temps, la crise intérieure, c'est bien là où on voit que la puissance extérieure ne suffit pas, il faut aussi soigner les pathologies intérieures de nos régimes. Et c'est vrai que l'idée d'avoir un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump n'est pas un signe de bonne santé pour la démocratie américaine, c'est le moins qu'on puisse dire, et Tocqueville, d'une certaine manière, avait déjà annoncé cette possible dérive, mais Tocqueville, à la fois, ne serait pas surpris, mais serait très attristé. Merci beaucoup, Nicolas Bavray. Je rappelle le titre de votre livre, le sous-titre d'abord, La liberté est un combat. Oui. Démocratie contre empire autoritaire, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Et je ne résiste pas en disant cette phrase que vous mettez en exergue de Raymond Aron, qui était votre maître. Je crois à la victoire finale des démocraties, mais à une condition, c'est qu'elles le veuillent. Je pense que c'est peut-être une jolie conclusion, non? Tout est dit. Même si c'est au début. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette grande entretien.